Axel, tu le situerais où, Virgile, actuellement dans la catégorie des moins de 84 kilos à l'UFC? Mon avis personnel, des fois, quand je vois des combats de top 10 middleweight, je me dis que Virgile Le Bouizy, tu vois. Je vais pas donner de nom pour pas exagérer la présomption, mais voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Et toi, Virgile, comment tu classerais Axel dans la catégorie des moins de 70? Pareil, je le vois facilement dans le top 15, top 10, pouvoir réussir à battre des mecs de ce niveau. Axel, Virgile, bonjour. 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 Donc on se retrouve quelques jours après ta victoire, Axel. C'était à l'Ares 28 contre le Brésilien Caio. Par TKO, victoire. Comment tu as vécu ce combat? J'ai eu des très bonnes sensations. Pourquoi? Parce que comme mon avant-dernier combat, il y a un travail de lecture qui se fait un peu automatiquement et qui me permet assez rapidement dans le combat de sentir le timing de mon adversaire et de trouver là où il faut frapper. Donc c'est assez stimulant, c'est assez amusant de manière générale, même à l'entraînement, de ce travail de lecture. Mais le fait que ce soit en combat avec la pression de la victoire, bien évidemment que c'est encore plus stimulant quand ça arrive. Donc voilà, c'est content de la performance. En plus, c'était devant ton public à Nice. C'était comment un peu cette ambiance-là? C'est-à-dire que je me mets dans la bulle avant le combat, donc je suis pas vraiment connecté avec le public. Mais par contre, le fait de faire une performance à la hauteur de mes attentes, le fait de l'avoir fait devant mon public, la récompense est d'autant plus belle. Et justement, dans ton coin, il y avait Virgile. Virgile, t'en as pensé quoi un peu de la performance d'Axel? Magnifique performance, hein. En plus, l'objectif c'est de terminer les combats. Il a terminé son combat, il a contrôlé de A à Z, il a down debout, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit un beau combat. Et en plus de ça, devant son public à Nice, c'est magnifique. Il a même eu une petite Marseillaise pendant qu'il combattait, donc c'était une super soirée, une super performance. Ouais. Et en plus, le record de spectateurs d'Ares. C'est ça. C'est assez fou, ça. Ouais. À Nice. Ça leur donne envie de revenir, hein. Surtout qu'on a beaucoup de combattants qui sont capables de montrer des choses intéressantes, quoi. Donc ça va être top pour toute la team. Et puis moi maintenant je suis jaloux, hein. J'ai envie de combattre à Nice aussi, donc faut que l'ARECI revienne à Nice. Ouais. J'imagine, ça te donne envie. C'est quelque chose de récurrent au boxing squad que les coéquipiers aillent dans le coin de l'autre. Vous deux, toi Axel, t'es quasiment tout le temps dans le corner de Virgile. Virgile, t'es tout le temps dans le corner de Axel. Qu'est-ce que ça vous apporte à la fois à celui qui combat et aussi à celui qui est dans le coin? C'est-à-dire quand on était en amateur, on était des fois que tous les deux, donc on était dans le corner. Donc après, par exemple quand je coach Virgile, quand je suis dans le corner de Virgile, c'est pas moi qui le coach. C'est pas moi qui donne les indications sur la lutte, sur la boxe. Après on a des coachs pour ça. Mais voilà, on est surtout utile pour l'échauffement, je pense. Ouais, et puis après c'est une habitude et puis un soutien. Moi j'ai toujours combattu avec Axel, je me suis même toujours entraîné avec Axel, donc le fait qu'il soit là, même inconsciemment, c'est un soutien et je pense que c'est important, ouais, ça a du sens. Et après c'est pareil, quand Axel il combat, c'est plus Jérôme et Aldric qui vont donner les indications. Et est-ce que le fait comme ça d'être présent dans les corners, de voir les consignes qui peuvent être données par Aldric, par Jérôme, ça vous fait progresser en tant que combattant? Je pense que oui, toujours, hein, toujours, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer et à s'inspirer et même à comprendre quand on voit certaines phases spécifiques et les réponses qu'ont Aldric ou Jérôme à apporter à ces phases. Donc je pense que oui, dans tous les cas, ça peut que nous faire nous améliorer. Et je pense que le fait qu'il y ait l'importance du moment, le stress du moment, même si on combat pas, mais encore plus si on combat, je pense que la progression elle est accélérée dans ces phases-là. Je pense que plus on combat, un combat nous fait progresser plus qu'un mois d'entraînement en fait. C'est mon feeling, mais le fait qu'il y ait l'enjeu qui soit haut, je pense qu'effectivement c'est un accélérateur dans notre progression. Donc même quand c'est le copain qui combat, on profite un peu de cet effet, pas autant que si on était l'acteur, mais quand même. Et donc justement, ça vous permet aussi de bien analyser l'autre. Vous vous connaissez très bien parce que ça fait longtemps que vous suivez dans le MMA. Pour toi, Virgile, c'est quoi les plus gros axes de progression d'Axel? Les plus gros axes de progression d'Axel, le truc c'est qu'au début, Axel, on va dire qu'il tendait plus à être striker. Maintenant, il est de plus en plus complet. On le voit sur ses combats, il lutte les mecs, même à l'entraînement. C'est vraiment un combattant complet. Les axes de progression, après, je pense que c'est pour nous deux. Je pense qu'il y a des choses à faire encore en grappling.
Et puis il y a des choses à faire aussi partout en MMA, hein, sur les phases de striking, sur les phases de lutte. Mais je pense qu'en grappling, on a des trucs à bosser, et des positions qu'on ne devrait pas perdre des fois. Et voilà. Et du coup, même question pour toi, Axel, mais pour Virgile. Je suis assez d'accord avec Virgile, je pense qu'on a une bonne marge de progression en grappling. Parce qu'on a fait un voyage au Texas avec Virgile en début d'année dernière. Et donc on est dans les meilleurs clubs de grappling au monde. Donc on était dans les clubs où les combattants étaient des grappleurs professionnels. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une belle marge de progression à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est la phase la plus importante en MMA? Je ne sais pas. Après, sinon ce que je pourrais dire au regard de Virgile spécifiquement, je pense qu'il est loin d'avoir montré tout ce qu'il sait faire. Et qu'il a besoin d'avoir des combattants qui défendent mieux, on va dire, les premières lignes d'attaque de Virgile pour qu'il puisse vraiment exprimer son jeu, parce que jusqu'à présent, il tombe que sur des gens qui n'arrivent pas à défendre, la lutte notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de tomber sur quelqu'un qui défend pour développer tout ce qu'il sait faire d'autre. Mais ouais, je pense que c'est de l'expérience en fait qui va le permettre de bonifier, de sortir son jeu en combat. Donc ça vient avec le temps. Plutôt d'accord avec ça, non? Ouais, je pense qu'il a raison. Surtout que j'ai quand même moins d'expérience de combat du fait que ma carrière amateur a été moins complète que celle d'Axel. Et l'expérience de combat, ça vaut des mois d'entraînement chaque combat. Et je pense que oui, il me faudrait des combats où je peux montrer complètement tout mon MMA. Donc c'est vrai qu'on sent que vous formez un bon binôme au sein du Boxing Squad, mais au sein de l'équipe, vous êtes rencontrés là-bas? Ou vous connaissiez avant? Oui, c'était un combattant professionnel de l'époque du Boxing Squad, Christopher Jacquelin, qui avait ramené Virgile du Sambo. Il a eu l'œil. Il a bien senti que Virgile aurait sa place au sein du Boxing Squad. Et donc, on s'est rencontrés sur le tatami pour un sparring. Il n'y a rien de mieux pour rencontrer quelqu'un que de s'affronter, pour connaître quelqu'un que de s'affronter. Et puis voilà, Virgile a kiffé, moi je kiffais déjà, j'avais quelqu'un avec qui je m'entraînais tous les jours à l'époque qui est parti, donc Mehdi, et Virgile arrivé, c'était parfait. J'avais un nouveau jouet, et je l'ai usé, et voilà. Et c'était réciproque, et la première rencontre ça s'est fait au Boxing Squad quand je suis arrivé, c'était direct un cours professionnel, et moi je savais pas du tout boxer, en plus j'avais les mains qui au bout d'1 minute descendaient ici, et c'était grosse bagarre, je me souviens, je me disais putain, il envoie des gros coups de pied Axel quand même, et il tapait comme un animal. Des coups de pied papillon. Ouais, et c'était de suite une grosse bagarre, je suis ressorti de l'entraînement, j'avais 2 cocards jusqu'ici comme ça, je me suis dit c'est cool. Mais dès le début j'ai senti qu'il avait des qualités uniques dans sa boxe, même s'il savait pas boxer. Mais le truc c'est que quand je prenais un coup, j'en remettais un, je me mettais pas en boule. Oui, puis tu sentais déjà il a vraiment un punching power qui est propre à lui, tu vois, et il avait déjà ce truc de la solidité, de la rudesse de la frappe. Avec les mains ici. Avec les mains ici, ouais. Sa garde, c'était sa tête, quoi. Ouais. Ça va, il a bien évolué depuis. Ah ouais, maintenant, moi je dis que c'est un striker. Moi je le qualifie de striker, Virgile. Alors c'est pas ce qu'on voit dans ses combats pour l'instant, mais parce qu'il tombe face à des adversaires qui n'ont pas suffisamment de niveau pour défendre la lutte. Mais moi je le qualifie de striker, et je pense que c'est un des strikers les plus dangereux du Boxing Squad. Et pas lié à son poids, mais je veux dire techniquement en fait. Il commence à avoir un coup d'œil et une mobilité d'un striker, quoi. Donc, ce sera à suivre dans les prochains combats. Et du coup, directement, ça a accroché du coup en termes de combat, mais aussi au niveau des personnalités, ça a bien accroché direct. On est des geeks, on est des geeks de la bagarre, c'est-à-dire que quand on avait 19 ans et que tout le monde sortait en boîte, tous les jeunes de notre âge allaient en boîte, nous on était dans la salle du Boxing Squad à s'entraîner comme 2 geeks, à courir derrière un rêve. Donc, ouais, et puis aussi les déplacements qu'on a pu faire, tout ça, ça forge des amitiés. On vit quand même des moments forts à chaque fois quand on va combattre ensemble, tout ça, ou même quand on va s'entraîner. Donc ça a forgé aussi une belle amitié. Petite question. Du coup, vous avez parlé un peu des qualités, des axes de progression. Si vous deviez prendre une qualité chez l'autre, ça serait laquelle? Sa ceinture. C'est-à-dire que quand Virgile il te ceinture, il est très probable que tu tombes. Alors, mis à part peut-être si tu es très très grand et que tu as l'habitude de défendre ce genre de choses, ou enfin si tu es un peu, on va dire, hors norme sur ses positions. Mais je pense que 9 fois sur 10, s'il te ceinture, c'est compliqué. Et ma ceinture, je la trouve pas assez. Je la trouve pas à la hauteur des années que j'ai passées à m'entraîner avec Virgile.
Sportivement, moi, si je devais prendre quelque chose à Axel, je pense que ce serait sa gestion de la distance sur les phases debout, sur les phases de striking. Il est vraiment dur sur ça. Et je pense que ça, il l'a en fait. Hein. Je ouais, pense que mais ça, vraiment, il l'a. T'es compliqué là-dessus. Hein. Surtout quand t'es en période de combat et tout, là, quand on fait les petits échauffements d'avant-combat, tout ça, je ramasse un peu. Donc sa gestion de la distance et puis sa vitesse sur les frappes, je pense. Et après, hors combat, ce serait sa soif d'apprendre perpétuelle qu'il a. Axel, il a toujours une soif d'apprendre, que ce soit dans le MMA, dans la musique. Dans sa journée, il a toujours besoin d'apprendre quelque chose et de progresser sur quelque chose. Et ça, je trouve que c'est une très grosse qualité qu'il a. Je l'ai mentionné plus tôt, vous êtes tous les deux du coup au Boxing Squad, sous la houlette d'Aldric Cassata. Comment il est Aldric en tant que coach? C'est un coach dur, c'est un coach... comment il est? En fait, Aldric, c'est un coach... pour moi, c'est un coach normal et en fait, il va s'adapter en fonction des personnes. Par exemple, Axel et moi, c'est pas le genre... On va dire qu'on est des bons élèves. Ça nous arrive jamais qu'Aldric nous crie dessus ou il n'a pas besoin de courir derrière. Voilà, et besoin de nous courir derrière, tout ça. Mais il y en a d'autres pour qui c'est le cas. Donc non, je pense qu'il s'adapte en fonction des profils qu'il a et pour nous, ça nous correspond très bien et la synergie est parfaite, hein, j'ai l'impression. Ouais, elle est bonne. Et c'est quoi sa particularité, Aldric, en tant que coach? Il a beaucoup de références. Ah ouais. Il a des très très bonnes références. Ouais, lesquelles? Bah, en fait, il trouve toujours des trucs et des références de fou. Des analogies c'est ça. D'une pertinence extrême. Dans la salle, au Boxing Squad, il y a aussi Manon Fiorot. Donc le combat contre Valentina Shevchenko à l'UFC, on l'attend tous. Vous la côtoyez, Manon, vous êtes confiant pour elle si ça arrive? Ah oui, on n'est pas confiant pour Valentina, justement. Manon, la charge de travail qu'elle s'impose, et puis quand tu la vois se parer, c'est quand même assez impressionnant. C'est une grosse bosseuse, et j'ai du mal à voir en fait Valentina ou même une autre fille de la catégorie tenir face à elle. Je vois personne dans sa caté aussi dynamique qu'elle, donc ouais, je pense que c'est pour elle. Après, bon, c'est du MMA, tout peut arriver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle et le Boxing Squad, on met toutes les chances de notre côté pour la victoire. Et il y avait même un moment l'idée, comme la ceinture était un peu bloquée avec la situation entre Shevchenko et Grasso, de monter de catégorie, d'aller chez les 61. Vous pensez aussi que Manon chez les 61, ça peut faire très mal? Je pense, oui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le plan, ça il faudra lui demander, mais en tout cas, oui, elle est vraiment au-dessus de sa catégorie et les combattants qui sont vraiment au-dessus de leur catégorie, à l'UFC, ils envisagent à un moment donné une montée de catégorie poids. Par exemple, Aljamain Sterling, Topuria, il en parle, Makhachev, il en parle. Donc, je pense que ça a du sens aussi que Manon, elle en parle, elle y pense. Ouais, et puis je pense pas qu'elle aurait de problème physiquement par rapport aux filles de la caté du dessus. Hein. Elle l'avait déjà prouvé, de toute façon, elle avait déjà battu Mayra Bueno Silva, qui est montée de catégorie après. Justement, d'avoir Manon comme ça dans la salle, une grande championne qui n'a pas encore la ceinture à l'UFC, mais qui va potentiellement l'avoir, ça donne envie aux autres de surpasser. Ça vous donne un supplément d'âme aussi à l'entraînement? Oui, bien sûr, c'est un moteur d'avoir quelqu'un au plus haut des niveaux dans ce sport, et là où nous on veut arriver. C'est un moteur tous les jours, et puis en plus de ça, Manon c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Donc on peut que être inspiré, quoi. Justement, l'UFC, votre nom il est régulièrement mentionné quand on parle des potentielles signatures françaises dans l'organisation. Quand est-ce qu'on vous y voit? On aimerait y aller le plus vite possible parce que je pense que c'est en allant au plus haut niveau de compétition que notre niveau il va être décuplé. Mais maintenant, ce qu'on veut est la réalité, et il me semble qu'en 2024, il n'y a pas eu beaucoup de signatures directes pour l'UFC. Donc peut-être que le mieux qu'on puisse espérer, c'est un Dana White Contenders, mais encore une fois, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc on a fait notre part du boulot, on s'est construit un score à peu près respectable pour une entrée à l'UFC, ou du moins pour avoir une chance pour les Dana White Contenders. Mais voilà, maintenant, ça dépend pas de nous, et libre à nous de continuer de progresser, et si on est vraiment bon, ça viendra d'une manière ou d'une autre. Vous savez s'il y a déjà eu des contacts ou Après, Aldric, il est régulièrement en contact avec eux, déjà pour Manon, donc par le fait de Manon, mais donc forcément, bien sûr qu'il essaie de nous placer et de nous donner notre chance, mais voilà, il fait son possible, et après,
Après, c'est... Mais les matchmakers nous connaissent, et puis en plus, avec l'ARES, on a la chance de combattre sur le UFC Fight Pass. Et quand tu es main event d'un événement sur le UFC Fight Pass, tu es quand même mis en avant et vu, je pense. Ouais. Tu sais que tu es regardé. C'est ça. Justement, Axel, toi, tu le situerais où, Virgile, actuellement, dans la catégorie des moins de 84 kilos à l'UFC? En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais je pense qu'avec la lutte qu'il a et les progrès qu'il a fait en striking, si on lui donne un combat ou deux en plus, je pense qu'un top 10, je pense qu'il se démarque vraiment des gens de sa catégorie de poids. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais mon avis personnel, des fois quand je vois des combats de top 10 middleweight, je me dis que Virgile Le Bouizy, tu vois, dans cette position, cette position, cette position. Alors je vais pas donner de nom pour pas exagérer la présomption, mais voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Parce qu'il y a cette puissance en lutte, corroboré à voilà, tout le travail qui a été fait en striking, etc. Et par exemple, moi, je juge pas mon niveau en lutte aussi imposant vis-à-vis de ma caté que ça peut l'être pour Virgile. Donc c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que je me rends compte à quel point c'est important. Et j'espère vite me mettre à niveau vis-à-vis de ça. Et toi, Virgile, comment tu classerais Axel dans la catégorie des moins de 70? À peu près au même niveau. Après, les moins de 70, c'est une caté qui est dure, mais en fait, hors UFC, j'ai l'impression que Axel il rencontre déjà pas des mecs de son gabarit dans la catégorie. C'est un gros 70. Et même à l'UFC, on voit Islam, je crois qu'il était remonté à 80 et quelques, et c'est un gros cutter. Axel remonte encore plus haut. Donc physiquement, déjà pour la catégorie, il est assez volumineux, il est costaud. Et en plus de ça, en fait, il est bon partout, sur toutes les phases de MMA. Donc à part, ce serait compliqué. J'ai du mal à le voir perdre contre un autre 70. Après, je sais que la caté est très fournie à l'UFC, mais pareil, je le vois facilement dans le top 15, top 10, pouvoir réussir à battre des mecs de ce niveau. Et bon, pour le moment, l'UFC, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes sous contrat à l'ARES. Bon, Axel, tu viens de combattre, mais quand est-ce qu'on peut imaginer vous revoir à l'ARES? Moi, ce serait sûrement parce que je crois que l'ARES, ils font une petite pause en mars, il n'y a pas de combat, donc pas d'ARES, pardon. Donc ce serait pour avril, mai au plus tard, j'aimerais combattre. Donc voilà pour moi, et puis Axel, je pense qu'il va prendre un peu plus de temps. Ouais. Mai-juin, parce que là j'ai fait un combat tous les 3 mois, donc le problème c'est quand je suis tout le temps en prépa, de par la fatigue de la diète, etc., je peux pas progresser de la même manière que si je peux manger, le volume c'est pas le même, et puis en fait aussi le contenu de l'entraînement n'est pas le même, et du fait qu'il n'est pas le même, en fait, quand moi je prépare un combat, je suis avant tout dans le renforcement des acquis et pas dans le développement de nouvelles capacités. Et là je pense que j'ai fait le taf là ces 6 derniers mois, j'ai fait 3 combats, donc j'aimerais prendre un petit peu le temps d'apprendre de nouvelles choses, de travailler, de m'arrêter sur certaines choses en MMA pour pouvoir après mieux les renforcer et être meilleur combattant. Justement, en plus, il se murmure qu'il y aurait une grosse carte ARES en mai, donc potentiellement on pourrait vous y voir tous les deux. Potentiellement, après, pour être honnête avec toi, tu me dis mai, moi j'avais entendu avril, donc on ne sait pas trop quand ça se passe, mais sauf que mai, avril, si c'est fin mai, peut-être je la fais, si c'est début avril, je la fais pas du tout, donc voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Virgile dans le roster de l'ARES, et il sera sur cette carte, peut-être main event, probablement main event, et qu'on a aussi Ilyes Djeroun, combattant du Boxing Squad, j'espère qu'il va combattre pour la ceinture, parce qu'il le mérite et qu'il a largement le niveau d'un champion ARES et d'un champion de quelconque organisation en Europe ou à l'international, en fait, ce qui est vraiment très fort. Donc voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on aura de très bons combattants du Boxing Squad pour représenter. Et c'est tout bon pour moi. Merci pour votre temps. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite le meilleur avec des victoires à ARES et une signature à l'UFC. Yes, merci Percut.